Bienvenue sur Vitamine B, le podcast de Bartol qui explore des thématiques liées à la transformation des organisations et à leur adaptation aux enjeux du monde moderne. Dans notre série Hémisphères croisés, nous explorons, au travers d'un dialogue alliant science et business, la manière dont l'intelligence artificielle transforme notre cerveau et nos comportements. Aujourd'hui, nous allons parler d'esprit critique. Il n'a jamais été aussi facile de s'informer et pourtant, il n'a jamais été aussi difficile d'évaluer un fait. L'esprit critique, c'est cette capacité à interroger une affirmation, à remonter aux sources et à reconnaître ses propres biais. Une faculté fondamentale et une faculté aujourd'hui mise sous pression. Nous n'avons jamais eu autant de canaux pour nous informer, mais ces canaux sont organisés par les mêmes acteurs des grandes plateformes numériques, les GAFAM, selon une logique qui n'est pas celle de la vérité, mais qui est celle de l'attention. Capter, retenir, engager, l'information y devient un levier et notre jugement une variable d'ajustement. Nous sommes entrés dans un monde de saturation cognitive. Notre attention est une ressource convoitée et notre capacité à juger une cible. Quelque chose a changé en profondeur. Ces systèmes ne se contentent plus de filtrer l'information, ils la produisent. Texte, image, voix, tout devient cohérent, fluide, plausible. La question n'est donc plus seulement de distinguer le vrai du faux. La vraie question est celle-ci. Comment résister à une autorité numérique qui nous facilite la vie, qui trie, qui simplifie, mais qui aussi fabrique du contenu faux avec une précision déconcertante? Pour explorer cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Lederlin, philosophe, auteure de plusieurs ouvrages sur les transformations du travail et de la critique contemporaine, avec ses livres Les dépossédés de l'open space, L'éloge du bricolage ou encore son dernier livre La critique en crise. Bonjour Fanny. Bonjour Margot. Alors, une première question, est-ce que le sens critique tend à disparaître? Ah bah, je pense que c'est plutôt le contraire. Je pense que le sens critique n'a jamais été aussi, aiguisé que dans notre société contemporaine. Je parle même dans mon livre de moments hyper critiques. Le problème, c'est que c'est pas forcément une «bonne critique» entre guillemets et c'est que c'est peut-être même, ce qu'on pourrait appeler une basse critique. C'est-à-dire que quand on pense, par exemple aux complotistes, qui pullulent sur les réseaux sociaux notamment, eh bien, on peut considérer que le complotisme est une forme de critique. Simplement, c'est une critique qui a un petit peu perdu la boussole et qui, n'a pas, mené, sa réflexion, je dirais, selon les codes méthodologiques, que nous ont transmis, les philosophes des Lumières. Alors, comment vous définiriez l'esprit critique? Bah, alors justement, voilà, alors l'esprit critique, bon, si on parle d'esprit critique, c'est un mode de pensée, qui remonte à l'Antiquité, en fait, hein, et la figure majeure d'ailleurs de ce mode de pensée, c'est Socrate, hein. Socrate qui était un philosophe, mais qui n'avait pas d'école, qui transmettait pas de savoir à ses élèves, mais qui se promenait, sur l'agora et qui, harcelait, ses concitoyens en leur posant des questions: «Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que le juste?» Et cetera et qui en fait les déstabilisait, hein, sans cesse jusqu'à ce qu'ils remettent en cause leurs préjugés et qu'au travers d'un examen intérieur eh bien, ils en arrivent à essayer de définir une vérité, plus proche de ce que leur conscience, leur disait. Donc c'est ça l'esprit critique, c'est la remise en cause des préjugés, la remise en cause aussi des tutelles. Alors ça, c'est surtout au moment de la modernité, hein, au moment où la critique se renouvelle, sous l'effet, donc des philosophes des Lumières, qu'elle devient aussi une remise en cause de l'autorité des tutelles. Alors ça peut être la religion, ça peut être la famille, ça peut être, l'autorité politique. L'idée étant de s'émanciper en fait de ces tutelles de la pensée pour penser par soi-même, en son âme et conscience, je dirais, en son fort intérieur et à travers, eh bien, ce cheminement, l'idée des Lumières, c'est de dire que ça permet aussi une émancipation collective. Mais et ça nous permet de reboucler avec, ta première question. Penser en son fort intérieur, ça suppose quand même une méthode, hein et cette méthode, elle a été fixée notamment par Kant, à qui on doit 3 critiques: la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique et la critique de la faculté de juger et au travers de ces 3 critiques, il expose la méthode de la pensée critique. La première, elle consiste, eh bien, à,
faire preuve de réflexivité. Quand on pense de manière critique, il faut sans cesse, en fait, adresser le soupçon qu'on adresse vis-à-vis des préjugés, par exemple, vis-à-vis y compris de sa propre pensée. Donc c'est un mouvement réflexif incessant qui consiste continuellement à mettre en doute ce que l'on a posé pour acquis. Donc vous voyez que c'est déjà un exercice, exigeant. Deuxième point de méthode, fixer soi-même ses propres normes. Étant donné qu'on met en cause les normes hétéronomes, hein, vous savez que hétéronomie, ça vient du latin heteronomos, qui veut dire la loi qui vient de l'extérieur. Puisqu'il s'agit de remettre en cause ces normes extérieures, il va falloir les fixer par nous-mêmes. Donc la critique, elle doit être capable d'établir des critères au nom desquels juger ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est juste, etc. Et enfin, dernier point et fondamental et qui est très souvent oublié, la critique, elle ne met pas en jeu seulement la raison, l'entendement, mais aussi la sensibilité. Elle doit tenir compte de ce que les sens, de ce que le corps, de ce que la matérialité nous donne comme enseignement sur le monde. Et c'est par l'articulation entre la sensibilité, la raison, l'entendement, mais aussi l'imagination, qu'elle va pouvoir formaliser quelque chose comme une pensée la plus vraie possible. Et finalement, à l'ère de l'IA, donc ces 3 principes, de Kant, elles sont remises en question puisque l'IA pourrait, finalement nous dispenser d'interroger nos propres critères. On pourrait se fier aux critères de l'IA et nous empêcher donc, d'avoir cette réflexibilité sur nous-mêmes. Exactement, et j'ajouterais autre chose, c'est que et c'est peut-être le point de convergence de ces 3 modalités que je viens d'énoncer, c'est que la critique, elle ne vise pas simplement à décrire le monde tel qu'il est, mais aussi à le contredire au nom de ce qu'il devrait être. Il y a dans l'idée de critique, l'idée selon laquelle, eh bien, il y a une forme de contrefactualité, si vous voulez. C'est de se dire: «Ce que j'observe pourrait être autrement. La société pourrait être plus juste, le monde pourrait être plus viable, plus durable», et cetera. Et c'est vraiment dans cette contrefactualité que réside, à mon sens, la pensée la plus humaine qui soit. Or, ce que fait l'IA, c'est qu'elle se contente de décrire, et encore quand je dis décrire, c'est peut-être un bien grand mot dans la mesure où on sait très bien que l'IA, elle ne raisonne pas à proprement parler, mais simplement elle effectue des synthèses statistiques de mots, de phrases qui sont plausibles et qui en effet font sens pour nous. Mais l'IA n'est absolument pas douée de contrefactualité, et le fait de s'en remettre à l'IA peut progressivement nous faire perdre de vue le rapport contrefactuel que nous pouvons avoir au monde, et donc l'exercice d'une forme de jugement critique qui consiste à, encore une fois, questionner ce qui est pour y ouvrir des possibilités cachées, des possibilités mystérieuses, des possibilités à venir, et ça, c'est un exercice proprement, à mon avis, humain. Et finalement, pourquoi le jugement humain, ne peut pas se réduire, à ce type de calcul, même très sophistiqué? C'est un petit peu ce que j'étais en train de dire, en effet, parce que le jugement, la faculté de juger, hein, pour reprendre les termes kantiens, ne se confond pas avec la logique. Il ne se confond pas strictement avec la rationalité. Il en faut pour pouvoir juger, mais ça n'est pas réductible à cela. Kant, distingue notamment, hein, parmi tant d'autres choses, 2 formes de jugement: le jugement déterminant et le jugement réfléchissant. Le jugement déterminant, il consiste à prendre une idée universelle, mettons, le beau, et à y ranger les objets qu'on trouve, les objets particuliers ou les événements particuliers auxquels on est confronté, d'accord? Donc on part d'une idée de l'universel et on essaie d'y ranger les phénomènes particuliers que l'on rencontre. Ça, c'est un mode de jugement, un mode de raisonnement que l'on pourrait qualifier aussi de logique. Il y a une forme de rationalité logique où tout découle de l'idée de l'universel. Mais il y a une autre forme de jugement que Kant appelle le jugement réfléchissant, qui s'exprime notamment dans le jugement du beau, hein, quand on dit: «Cette fleur est belle»,
on n'a pas d'idée préconçue de la beauté de la fleur. On n'a pas de principe universel. On part du particulier, au contraire, et ce particulier, on va le ranger dans un universel que l'on crée d'une certaine manière au moment où on s'exprime et au moment où on dit cette fleur est belle. Et ce qu'explique Kant, et c'est vraiment intéressant, c'est qu'en faisant cela, qu'est-ce qui donne de la légitimité à notre universel qui ne vient pas d'une idée préconçue? Il vient de ce qu'il appelle la mentalité élargie, qui fait qu'au moment où on déclare cette fleur est belle, c'est comme si on convoquait la pluralité des êtres humains pour leur communiquer et pour partager avec eux ce constat. Oui, voyez comme cette fleur est belle. C'est comme si on était capable, par la pensée, par le mental, de convoquer la pluralité des êtres humains pour ensemble constater cet universel. Oui, cette fleur est belle. Et on voit là qu'il y a quelque chose qui met en jeu la spéculation, bien sûr, une forme de rationalité aussi, mais du flair, de la sensibilité, de l'imagination. Au moment où se joue ce jugement, c'est tout cela qui vient travailler ensemble pour pouvoir déterminer cette phrase: «Cette fleur est belle». Eh bien ça c'est une démarche proprement humaine et c'est ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui ne peut pas faire. Et donc par rapport au jugement, finalement, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a besoin aussi d'une part de négativité, notamment dans l'esprit critique. Oui. Et pourquoi finalement cette négativité, elle est devenue si difficile à accepter, notamment en entreprise? Mmh. Oui, on parlait tout à l'heure de contrefactualité. Pour pouvoir contester ce qui est au nom de ce qui devrait être, eh bien, il faut bien faire preuve d'une forme de négativité, c'est-à-dire dire non à ce qui est, hein. Et la critique, elle commence comme ça. Elle commence par un cri, je dirais, hein, en faisant un jeu de mots, que je trouve intéressant. Il y a d'abord le cri et ce cri, c'est un non. Alors il peut être révolté, il peut être indigné, il peut être dégoûté. En général, ce cri, il est déclenché par un affect, hein, qui vient, voilà, nous ajouter une idée à ce que nous voyons, d'une certaine manière. Ajouter une idée, mais qui est en effet une idée plutôt négative, hein. Il y a cette dimension de négativité, elle est fondamentale dans la critique et souvent on reproche aux esprits critiques d'être trop négatifs et cetera. Ça, c'est quand ils se perdent. On évoquait au tout début de l'entretien ce moment hyper critique que nous vivions. Quand on se perd dans la négativité, alors effectivement, on peut tomber dans une forme de nihilisme et c'est un écueil terrible de la critique. Il faut toujours marcher, je dirais, un peu sur une crête et en partant de ce mouvement, qu'a insufflé la négativité, ensuite essayer aussi de construire quelque chose de positif. Mais pourquoi c'est si difficile d'exprimer cette négativité? À mon sens, parce qu'on vit dans une société très positive et même dans une société qui a fait de la pensée positive, pour prendre une expression d'un philosophe critique allemand qui s'appelle Herbert Marcuse, la pensée positive, il l'explique très bien, c'est une sorte de pensée qui recouvre le monde et qui nous empêche de percevoir dans cette rationalité apparente du monde ce qu'il y a en fait d'irrationnel, hein. Et on a bien besoin de ça parce que sinon on souffrirait à chaque coin de rue. Typiquement, on ne peut pas passer son temps à, être, souffrir de pitié, pour, les indigents, se dire que le monde est en guerre, que le monde va mal et cetera et on se rattache pour ça, eh bien, à des éléments positifs, du plaisir, de la distraction, de la publicité, tous ces éléments qui recouvrent encore une fois le monde de positivité et eh bien, qui mettent à distance l'expérience de la négativité. Mais de temps en temps, il est nécessaire de la faire, cette expérience, pour pouvoir justement enclencher le mouvement de la critique. Oui, mais avec l'IA, finalement, donc on est déjà dans ce phénomène de pensée positive. L'IA pourrait accentuer ce phénomène puisqu'elle permet de produire des discours qui sont, lisses, souvent positifs, hein, on peut le dire. Les IA sont influencés, dans leur manière de répondre. Est-ce que ça va finalement accentuer ce phénomène en produisant des paroles qui sont impeccables, mais souvent, déconnectées du réel? Alors, oui et non, je pense.
Oui, tu as tout à fait raison, d'ailleurs quand on utilise un chatbot, très souvent il nous dit: «Ah oui, comme ta question est intéressante, tu as tout Voilà, à fait raison. Ah oui, je me s» donc il y a ce côté comme ça, bisounours, bon à moi flattage d'ego. voilà, complètement et effectivement ça participe absolument, de cette pensée positive, que j'évoquais tout à l'heure et il y a aussi, en effet ce langage un peu lissé, un peu standardisé, mais même dans la production d'images. Spontanément, quand on demande à l'IA de nous produire une image, elle va plutôt mettre des sourires, plutôt mettre une belle lumière et cetera. Donc ça, c'est effectivement ça participe de ce mouvement, mais qui ne date pas de l'IA, hein. J'insiste là-dessus, il était déjà à l'œuvre, depuis le XXe siècle au moins. Mais à l'inverse et là, on rejoint aussi cette idée selon laquelle on vit dans un monde très critique, mais qui exprime une forme de basse critique. L'IA, avec les deepfakes notamment, elle encourage aussi une vision du monde assez négative, qui est celle des complotistes. Hein et donc, selon qu'elle est utilisée d'une manière ou d'une autre, en fait, elle peut, renforcer, cette positivité, qui empêche de voir l'irrationalité cachée, du monde ou au contraire fabriquer, mais alors une négativité qui serait une sorte de d'ersatz de négativité, de fausse négativité qui viendrait comme une couche c'est de peinture supplémentaire, se coller sur la positivité et nous empêcher d'accéder à la vraie négativité caché en dessous, d'une certaine manière. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il me semble qu'il y a les deux voies possibles dans l'usage de l'IA. Ça se polarise finalement. Oui, c'est Ça ça contribue à la et dans polarisation les du 2 monde. cas et dans les 2 cas, c'est une simulation. C'est-à-dire que dans les 2 cas, on recouvre le monde de simulation de langage et de simulation d'images qui vont nous faire perdre un petit peu de vue ce qui se joue vraiment dans l'ordre des choses. Mmh. Est-ce que finalement, donc, l'IA nous va produire des réponses qui sont plausibles, à la fois dans le positif et dans le négatif, qui vont nous paraître, voilà, cohérentes, même très convaincantes. Est-ce que finalement, l'esprit critique, aujourd'hui, il consiste moins à produire des idées qu'à résister à des réponses qui sont trop bien formulées? Oui, alors c'est certainement, l'un des axes, très importants à déployer face à l'IA, faire preuve de distance, de recul par rapport à, l'information qu'elle nous donne et c'est vrai que c'est très difficile dans la mesure où, ces outils ont une forme d'autorité. Hannah Arendt, qui est, donc une philosophe du XXe siècle, a, réfléchi à cette question d'autorité. Elle dit quelque chose qui me semble assez intéressant, qui est que l'autorité, ça vient, du latin, alors je crois que c'est autoritas ou quelque chose comme ça, qui signifie augmenter, hein. Donc une parole dotée d'autorité, c'est une parole qui est augmentée, c'est une parole qui est proche du commandement et il se trouve que cette autoritas, au départ, elle était, associée aux religieux. Et je trouve très intéressant de constater à quel point l'IA a quelque chose dans sa parole de religieux, dans le sens où effectivement elle est dotée de cette autorité qui, presque nous paralyse et nous amène à prendre pour argent comptant tout ce qu'elle nous dit, alors que, quand on est placé dans d'autres situations, on exerce spontanément notre esprit critique. Donc il faut peut-être réfléchir à cette paralysie, à cette religiosité, associée, à la parole de l'IA et à se dire: «Non, comme devant n'importe quel autre, langage, devant n'importe quelle autre parole, il faut que je sache prendre une forme de distance et me demander si ce qui m'est dit me convient ou pas et exercer mon esprit critique par rapport à ça. C'est très clair, merci. Une dernière question, qui fait le lien avec ton livre, La critique en crise. Est-ce que la critique peut encore changer le monde, notamment à l'ère de l'IA? Ouais, c'est vrai que j'ai sous-titré le livre, «Comment prétendre, changer le monde aujourd'hui». Je ne peux pas revenir sur tout le raisonnement du bouquin, mais il me semble que vouloir changer le monde, c'est une façon déjà de penser qui est un petit peu datée et qui est vraiment, issue de la pensée moderne qui avait pour
principes, par exemple, l'idée de progrès, l'idée de révolution, autant d'idées qui, d'une certaine manière, nous ont conduits à des impasses assez terribles, des impasses historiques, mais aussi à l'impasse écologique qui est la nôtre aujourd'hui. Je ne peux pas revenir sur tout le détail de la réflexion qui me mène à ça, mais il me semble que plutôt que vouloir changer le monde, ce qui est important aujourd'hui, c'est de vouloir le préserver, de vouloir en prendre soin. Pas pour le maintenir en l'état coûte que coûte, mais plutôt pour, l'améliorer, mais par une forme de maintenance attentionnée. Vous voyez? Tu vois, je reviens à une forme, presque d'éthique, hein. Je m'éloigne peut-être un peu de la critique pour arriver, vers un rapport au monde qui s'apparente plus à une éthique et même peut-être à une éthique du care, et il me semble que c'est ça le sujet, plutôt sauver le monde que prétendre le changer. Et la pensée critique, si elle est renouvelée, si elle se pratique de manière humble, de manière, je dirais, plus interstitielle, c'est un terme que je pose dans le livre, c'est-à-dire l'idée, c'est de se dire qu'on va plutôt, critiquer au niveau local, à l'interstice, au niveau interstitiel, plutôt que de façon surplombante. Alors peut-être, oui, effectivement, y a-t-il la voie vers, une amélioration, une prise en charge plus responsable du monde abîmé que nous avons dans les mains. Merci beaucoup Fanny pour cet échange. Pour conclure, peut-être que l'esprit critique ne disparaît pas, mais il devient plus exigeant. Il a peut-être comme finalité justement de nous aider à préserver le monde, dans un monde où les réponses sont immédiates, fluides, cohérentes. Le risque n'est plus seulement de se tromper, mais de ne plus ressentir le besoin de se questionner. Si l'esprit critique suppose une part de négativité, alors il suppose aussi une forme de résistance. Résistance à ce qui semble aller de soi, résistance à la tentation de déléguer notre jugement, pour peut-être éviter de tomber dans une sorte de totalitarisme numérique gouverné par la donnée. Merci à vous d'avoir écouté Hémisphère croisé, et je dédie cet épisode à mon cher collègue Romain Koch.